tuyo. Bonjour à toutes et à tous, fans et profanes de Star Wars. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Starcast, le podcast de la Force, car exclusivement dédié à la célèbre saga Star Wars sur CloneWeb. Tout à fait, Chewie, je ne l'aurais pas mieux dit. Avec moi, il y a celui qui a... Il a des pouvoirs spéciaux. Voilà, c'est bien lui, c'est Marc, le boss de CloneWeb. Comment ça va, Marc ? Salut, ça va et toi ? Tranquille, on enregistre, on est un jour férié là, donc on est profite, pas mal, ouais, c'est ça. On est tranquille. Sur ce deuxième numéro, nous allons bien sûr revenir sur les grosses news, les grosses actus autour de l'univers de la marque Star Wars, le Blu-ray des derniers Jedi, et notamment ces petits bonus qui arrivera dans les bacs le 20 avril, je crois. Exactement. Et évidemment, notre passage par la spoiler zone aura pour destination le final de la série Star Wars Rebels. Salopard de rebelle. Ah bah voilà, ça commence bien. Première news, si vous êtes un adepte de la musique de John Williams et que vous n'avez pas pu prendre vos places au Royal Albert Hall de Londres pour le ciné-concert d'un Nouvel Espoir qui sera organisé du 16 au 18 novembre, soyez rassurés, enfin dépêchez-vous quand même quand ça sera disponible, car la Philharmonie de Paris reprendra dans sa salle Splendide à partir du 5 janvier, je crois, 2019. Du 4 janvier. Ah voilà, du 4 janvier, toute une série de ciné-concerts autour de Star Wars. Donc c'est labellisé Disney Concert qui organise pas mal de choses avec des orchestres live, et comme tu l'as dit, il y a des dates à Londres. Il y a la trilogie passe à Londres, et il y a une soirée spéciale en présence de John Williams au Royal Albert Hall qui est complète depuis bien longtemps. Mais heureusement pour nous, 4 concerts sont organisés à la Philharmonie, accompagnés par l'Orchestre National d'Île-de-France. 4 films, Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force, les 4, 5 janvier et les 2 et 3 mars. Les places vont de 55 à 95 €, ce qui est un peu cher, mais à la fois l'endroit et l'orchestre et le film, je pense que ça mérite le déplacement. Tu ferais peut-être mieux d'acheter un vaisseau neuf, mais t'as vu que ça te reviendrait moins cher. Pour y avoir vu 2001 Odyssée de l'espace en ciné-concert, je peux t'avouer que c'était une sacrée claque. Donc ouais, ça vaut carrément le coup. Les places sont déjà en vente pour les abonnés à la Philharmonie, donc je crois qu'on peut s'abonner. Mais l'abonnement est gratuit, c'est ça ? L'abonnement est gratuit, mais il y a un minimum de 3 concerts. Donc si vous avez envie d'aller voir la trilogie complète, ça vaut le coup de vous abonner et de prendre des places tout de suite. Si, comme nous, vous préférez économiser de l'argent pour d'autres choses et que vous voulez acheter des concerts à l'unité, la mise en vente publique des places est en ligne le 12 mai. Et pour être complet sur le sujet, la Philharmonie organise deux petits bonus. Une conférence Star Wars divertissement culte ou œuvre mythique avec des journalistes et des spécialistes de Star Wars qui se tiendra le 5 janvier. Moi, je serai dans la salle. Et un café musique consacré à John Williams, animé par Olivier Desbrosses, qui est bien connu pour être un grand spécialiste de la musique de film en France. Ça, c'est le 3 mars à 11h et c'est gratuit. Le 8 mars dernier, c'est un vieux serpent de mer qui refaisait surface, surmonté d'un des grands survivalistes d'Hollywood. Jon Favreau, donc, fut engagé par Lucasfilm pour produire et écrire la première série télévisée live, donc pas en animation, de l'univers Star Wars. Donc, on rappelle qui est Jon Favreau rapidement quand même. Jon Favreau, c'est d'abord bien connu pour être le lanceur de la franchise Marvel, puisqu'il a réalisé les 2 premiers Iron Man. Et récemment, pour Disney, il a fait le Livre de la Jungle. Et là, il sort très prochainement sa version live du Roi Lion, qui devrait être fait un peu dans l'esprit de ce qu'il avait fait pour le Livre de la Jungle. Et donc, il va faire une série live pour Lucasfilm, dont on ne sait absolument rien. Voilà, parce que dans le communiqué, après, il précise que ce choix n'est pas innocent aussi, car Favreau aurait bossé sur la série animée Star Wars Clone Wars et le prochain spin-off solo, mais après c'était juste des voix en fait qu'il avait fait, c'est juste les voix de personnages. Ouais, sur Clone Wars, il a fait des petits rôles, tout un tas de petits rôles, et dans Solo, il a un rôle qui a priori conséquent d'après ce qu'on a cru comprendre, mais qui est une créature. Et là, il va écrire et probablement réaliser. Écrire, c'est assez étonnant. C'est pas quelqu'un qu'on reconnaît pour étant un grand scénariste. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup écrit de choses. Pourquoi pas? Ce qui m'intrigue, ce sera de savoir est-ce qu'ils vont garder des idées de ce que Lucas avait tenté de faire avec Rick McCallum il y a quelques années, ou est-ce que ce sera un truc complètement neuf? C'est quelqu'un. En tout cas, il va chapeauter parce que il va showrunner, absolument. Voilà, rien n'empêche qu'il réalise un épisode, mais pour l'instant, rien n'est annoncé. Après, on rappelle vite fait que le spin-off Rogue One, à l'origine, c'était un projet de scénario de la série télé que finalement a été abandonné, puis repris ensuite par Disney
pour en faire le fameux Rogue One. Et du coup, c'était, je voulais rajouter juste pour repréciser aux gens tous les petits projets qu'il y avait dans l'univers Star Wars. Vas-y. Donc, il y a bien cette série live qui a été annoncée en mars dernier avec Jon Favreau. Mais pas de date pour l'instant. Il y a Rian Johnson qui travaille sur une nouvelle trilogie après son succès avec Les Derniers Jedi. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il vise des aspects inexploités de la saga. On ne sait pas du tout si ce sera avant, après les films actuels ou quoi, on n'a pas d'infos. Mais ce ne sera pas des épisodes numérotés. Ce ne sera pas des épisodes numérotés, mais on sait qu'il a signé pour 3 films. Et David Benioff et D.B. Weiss, qui sont les showrunners de Game of Thrones, ont également signé pour une série de films. Alors là, les termes sont précis. Série de films, ça ne veut pas dire qu'ils en feront forcément 3. Peut-être qu'ils en feront que 2. Peut-être qu'ils ont une idée derrière. Et là non plus, on ne sait rien. Il y en a qui supposent qu'il chapeauterait en fait tous les futurs films de Star Wars de près ou de loin pour garder cette structure géante qui voudrait préserver le Lucasfilm Story Group. Ce qui est logique en quelque sorte, mais c'est un petit peu étrange. Ça est cinglerie. Si chaque groupe se focalise sur des époques différentes, tout en bossant entre eux pour rester coordonnés, moi ça m'intéresse. Mais il faut vraiment que ce soit des choses très très détachées les unes des autres. Il y a 2 rumeurs aussi. Il y a toujours un truc qui n'a jamais été officialisé, qui est le projet de Stéphane Daldry sur Obi-Wan. C'est en cours d'écriture. C'est en cours d'écriture, mais Lucasfilm ne l'a jamais confirmé. Et il y a toujours une rumeur qui circule depuis quelques temps aussi sur Simon Kinberg, sur aussi un projet solo, peut-être sur Boba Fett. Bah là, pour l'instant, X-Men, faut terminer X-Men Apocalypse, non, pas Apocalypse, Dark Phoenix qui est en reshoot actuellement. Lui, il n'est pas sorti de l'auberge. Je crois que mon oncle l'a connu. Selon lui, il est mort. Ah, il n'est pas mort. Pas encore. Non. Du coup, ça nous fait une trilogie par Johnson, une série de films par les 2 mecs de Game of Thrones, une série live par Favreau et 2 films solo potentiellement sur Boba Fett et Obi-Wan. Et aussi une série d'animation Star Wars Résistance. Dont on parlera peut-être tout à l'heure après, puisque ce sera probablement une potentielle suite de Rebels. Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. La 3e actu, alors on parlait juste à l'instant de Rian Johnson et un petit peu des choix d'indépendance d'écriture de chacun, et justement c'est l'un des grands pas traumatismes des fans, ou en tout cas des mécontentements, c'est que Mark Hamill avait révélé qu'il n'était pas forcément d'accord avec la vision qu'avait Rian Johnson de Luke dans Les Derniers Jedi, et notamment sur la fin, et avait annoncé, donc est-ce qu'il était sous contrat de confidentialité ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, Mark Hamill avait expliqué que George Lucas, quand il avait préparé, avant de léguer à Disney sa trilogie, il prévoyait donc de tuer Luke. Attention, il y a un peu de spoiler là-dedans. Il prévoyait de tuer Luke dans l'épisode 9, et après qu'il ait entraîné Leia à la Force. À la Force, peut-être pour en faire... Il y avait un passage de relais de Luke à Leia, en fait, qui était envisagé et qui, du coup, ne verra pas le jour. Donc, est-ce que c'est important ou pas de se baser là-dessus ? Parce qu'il y a beaucoup de fans, avant, qui crachaient un petit peu sur Lucas, ils trouvaient que c'était un mauvais scénariste, enfin bref, il fallait pas l'écouter parce qu'il écrivait n'importe quoi. Puis maintenant que c'est Rian Johnson, puis Abrams qui réécrivent un petit peu à leur sauce les pistes que Lucas leur a laissées, mais que finalement eux n'ont pas prises, finalement on revient en disant pourquoi vous n'avez pas suivi les idées de Lucas et tout ça, comme s'il fallait respecter un peu les saintes écritures. Pour moi, à partir du moment où Lucas a vendu Lucasfilm, tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait de l'univers, et il n'y avait pas d'obligation ou de prérequis de suivre ce que lui a écrit. Et puis de toute façon, ils le font quand même, puisqu'on sait bien qu'il y a quelques idées des traitements de Lucas qui sont reprises par-ci par-là. Rogue One qui est basé sur un script de la série télé qui n'a pas vu le jour. Je pense qu'il y a d'autres idées, il y a d'autres choses qui sont petit à petit intégrées. Ils ont repris le travail de Lucas et ils l'intègrent d'une manière différente. Déjà, c'est pas rattrapable, mais ça l'est encore moins, puisque le décès de Carrie Fisher a précipité certaines choses. Oui. Ouais, a tout précipité. Et du coup, même si Luke avait formé Leia dans Les Derniers Jedi, on se serait un peu coincé maintenant. C'est clair, même la fin que ouvre l'épisode 8 ferme quand même la marche avec la disparition de Carrie Fisher. Voilà. Donc on ne sait pas trop comment Abrams va retomber sur ses pattes. Donc réponse au prochain épisode 9 très bientôt. Una puta solo. Oh Grido, mais tu tombes très bien, tu m'évites d'aller voir ton patron. Et les autres qui n'écoutaient pas ce qu'on leur disait et qui faisaient un petit peu qu'à leur tête, c'est Lord et Miller sur le tournage de Solo, et l'un des membres
tout cas de l'équipe, on ne sait pas si c'est du casting ou quoi, en tout cas il préfère rester anonyme, a annoncé au site Vulture le vrai pourquoi, parce que bon, il y a eu les rumeurs, il y a les déclarations officielles que les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, donc la grande aventure Lego 21-22 Jump Street, ne fonctionnaient pas, tout simplement dans l'ambiance, dans les prérequis sur le tournage de Solo. Ouais, l'article de Vulture explique que les deux réalisateurs se sont en fait retrouvés complètement dépassés par le travail à faire. Ils n'ont pas été aidés par l'acteur principal Eldon Heidenreich, qui apparemment n'était pas forcément mauvais d'après ce qu'explique l'article, mais pas assez proche de la ressemblance avec Harrison Ford en termes de mimique et de choses comme ça. Il avait un jeu qui était trop éloigné. Ils avaient engagé un coach, notamment ils ont engagé vocal, absolument un coach pour l'aider à s'améliorer. Lord et Miller se seraient retrouvés dépassés. L'article parle du fait qu'on fait un grand nombre de prises à chaque fois pour chaque scène, alors qu'à l'inverse, Ron Howard, lui, est arrivé et il est arrivé avec le côté carré qu'on lui connaît. Ça a été très vite. Il a fait très peu de prises. Et, on parle quand même, en termes de chiffres, qu'on allait des fois jusqu'à 30 prises, et parfois complètement différentes les unes des autres. Des fois, ça pouvait être un air comique, un air triste, un air grave, un air en colère. Et chez Ron Howard, en 2 prises, 3 prises, c'est calé et on passe au plan suivant. Les mecs étaient manifestement paumés. Après, certains diront qu'il y a de très grands réalisateurs qui font des tas de prises pour être vraiment sûrs de leur coup. Fincher, par exemple, il tourne énormément avec ses acteurs. Du coup, moi, je suis un petit peu partagé sur cet article qui met très en avant du coup le très bon travail de Ron Howard et qui se veut un peu rassurant sur oui, mais vous allez voir, il a retourné un super film. Après, c'est pas forcément le très bon travail, mais qu'il était plus en adéquation avec la taille du projet, parce que Ron Howard, on le rappelle, c'est pas juste le jeune acteur de Happy Days qu'on aime bien se souvenir, c'est quand même le gars, il a fait des trucs comme Apollo 13, même ces derniers, au cœur de l'océan, c'est super bien. Au cœur de l'océan, même Rush, au niveau c'est un grand réalisateur, surtout pour tourner un film très vite avec très peu de prises. Et il connaît bien George Lucas aussi. Et puisque George Lucas lui avait proposé de réaliser un film qui La Menace Fantôme à l'époque. Ce qui est bien et qui moi m'a un tout petit peu surprise, c'est que Ron Howard n'a manifestement pas touché au scénario de Casse-Dents Père et Fils. Il a retourné vraiment les scènes telles qu'elles avaient été écrites, ce qui veut dire, et c'est plutôt bon signe, que le scénario est bon. L'une des rumeurs en fait à l'époque de l'éviction de Lord et Miller, c'était que eux avaient choisi de s'émanciper un petit peu du scénario et que Kasdan de laisser la liberté aux acteurs. Il y avait de l'improvisation, des choses un peu à imaginer sur place. Et en fait que Kasdan, c'était son scénario, c'était son bébé. Il s'était plaint auprès de Kathleen Kennedy comme quoi Lord et Miller ne respectait pas son travail et qu'à la fin Kathleen Kennedy en premier lieu avait demandé à Lord et Miller de réaliser au moins 1 ou 2 prises selon, mais à la ligne près, à la virgule près. Le scénario de Kazan, et après il pouvait faire ce qu'il voulait. Et je pense que tourner comme ça complètement en ambivalence, ça ne marchait pas du tout, et c'est ce qui a après un petit peu précipité les choses. Ouais, moi je trouve ça au final plutôt rassurant, parce que déjà j'aime beaucoup Ron Howard, puis savoir que contrairement à Rogue One où les reshots ont servi à modifier l'histoire et à changer des points de scénario, là on part sur un truc solide écrit par Kasdan. Donc même s'il y a peut-être un tout petit côté damage control dans cet article, en mode oui on va rassurer bien les gens, tout va bien se passer, en fait toutes les étoiles sont alignées pour que Solo soit un film réussi. Respire. Voilà. Respire. Maintenant, concentre-toi. Le gros sujet de ce 2e épisode, c'est le Blu-ray des derniers Jedi. Donc Star Wars 8 qui était sorti en décembre dernier sort cette fois le 20 avril en Blu-ray 3D, Blu-ray 4K, en DVD, en VOD, en VHS, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est le point sur lequel on voulait porter notre attention. C'est pas forcément la qualité d'image ou la qualité de son, c'était plutôt sur les bonus avec quand même une sacrée différence par rapport à ceux du Réveil de la Force, en tout cas même de leur première édition. Ouais, il y a un truc super intéressant dans cette édition des derniers Jedi, c'est qu'il y a un gros documentaire de 90 minutes qui est consacré à Rian Johnson et à sa vision du film. C'est vraiment le tournage et sa préparation. Comme on le disait hors antenne avant de parler dans ces micros, il y a très très peu de réalisateurs qui continuent à faire des making-of longs. Maintenant, on a souvent des tout petits reportages. Malheureusement, comme les gens achètent moins de Blu-ray et se tournent vers le dématérialisé, il y a moins de place pour les bonus.
on se prend moins la tête pour les bonus. Là, il y a un vrai docu qui est assez cool à suivre. Bah même, il y a d'autres petites featurettes. Il y a aussi le commentaire audio. Il y a le commentaire audio. Il fait le tout. Il y a une version aussi sans bruitage et sans dialogue qui permet juste d'avoir la musique de John Williams sur des images. Ce qui, à mon avis, doit être une expérience assez cool à regarder. On n'a pas encore eu l'occasion d'en profiter, mais je pense que c'est chouette. Et puis, ouais, ce docu, moi, je le trouve réussi. Donc, c'est The Director and the Jedi. Voilà, le réalisateur et le Jedi. Bah, il y a des petites choses qui m'ont surpris en bien comme en moins bien, mais du coup ça m'a vraiment intéressé d'avoir un peu la vision de Johnson, puisque c'est vraiment ça qu'ils veulent mettre en avant. Bah moi après dans les références des meilleurs making-of de tous les temps, moi j'ai Charles de Zorica sur tous les films de Ridley Scott à peu près, genre même des films qu'on n'aime pas forcément, mais Gladiator, Kingdom of Heaven, Prometheus, ils ont des making-of mais exemplaires qui recouvrent toute la partie écriture, création visuelle, tournage, montage, post-prod et même la sortie. Dans Star Wars aussi, c'était sur La Menace Fantôme. Maintenant, c'était sur le DVD, mais maintenant il est disponible sur YouTube. On vous mettra le lien. C'est le The Beginning. C'était le making-of de l'épisode 1 qui était réalisé par Laurent Bouzereau, qui durait 1 heure. Et là, pareil, on avait toute l'étape de création avec les bons et les mauvais côtés également. Parce que c'est ce qu'on avait reproché notamment en fait, au making-of de l'épisode 7, c'est que par exemple, ils avaient complètement occulté l'accident d'Harrison Ford qui avait pu permettre toute une réécriture du film et des reshots derrière. Enfin, ça avait eu un impact profond sur la conception du film. Que là, sur le 8, ça reste bienveillant, même si on comprend les désaccords de Mark Hamill. Il y a chacun a un petit peu son mot sur le film. Ouais, et puis il y a des choses intéressantes, même en lisant entre les lignes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup été surpris par l'omniprésence dans la pré-production de Kathleen Kennedy. Et j'avoue que je suis un peu pas un grand spécialiste des tournages, mais je trouve ça un peu étonnant que le patron d'un studio ou d'une société de production soit là tout le temps. Elle surveille, mais elle n'intervient pas. Voilà. Mais elle est toujours là, elle a un œil, une oreille, elle écoute sur ce qui se passe. Voilà, ça fait partie des trucs je m'attendais pas du tout à voir ça. Je pensais que Kathleen Kennedy, elle laissait faire les gens, les équipes, et puis elle venait de temps en temps faire un tour. Et voilà, ça m'a un peu surpris le fait, effectivement, il y a quelques minutes consacrées à Mark Hamill qui explique son désaccord sur le personnage de Luke et le fait que malgré tout il était là pour un boulot et qu'il allait le faire et qu'il allait le faire bien. Je savais pas trop que ce que tu disais hors micro tout à l'heure, que Rian Johnson est un dingue de réel, et donc il y a énormément de choses en animatronique, il y a beaucoup de décors qui ont été construits, il y a aussi évidemment beaucoup de numérique, mais il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, on se dit tiens, ça c'est forcément numérique, ça. Les porgs autour de Chewie dans la cabine du Faucon, ils sont forcément numériques. Eh ben pas du tout, ils sont vrais, ce sont des petits animatroniques avec des animateurs habillés en vert qui ont été gommés ensuite à l'image. Voilà, ou avec des tiges qu'on efface avec derrière. Des tiges qu'on efface, et on est là, mais tout ça c'est hyper impressionnant. On avait vu à l'époque avant la sortie du film que les loups de cristaux étaient réalistes, mais il y a beaucoup de choses, plus de choses qu'on imagine qui sont réelles, et moi je suis très impressionné par une scène toute bête qui est filmée à l'intérieur d'une des huttes de pierre pendant que Rey et Kylo Ren ont une connexion, et Luke débarque et il fait voler en éclats le mur de pierre qui est derrière lui, et ce mur de pierre a vraiment volé en éclats. On voit vraiment une scène où ils ont tiré des grosses briques, des grosses pierres avec des câbles, et on est là, mais c'est complètement impressionnant. Et d'ailleurs le shot de making of qui est vu de l'extérieur est presque plus impressionnant que le plan dans le film qui marche. Mais voilà, on se souvient de Lucas et ce que tu disais dans le making of de La Menace Fantôme, qui validait beaucoup en pré-production sur des dessins, des maquettes et des choses comme ça. Rian Johnson, c'est pas son truc en fait. On sent qu'il est détaché par rapport à ça, qu'il laisse faire. Tant que ça reste sur papier, c'est abstrait pour lui. Et dès qu'il le découvre dans les ateliers de fabrication, dès qu'il découvre le costume terminé, tout de suite, il est comme un gamin, il est hilar devant les trucs. Et souvent, c'est ce qu'ils se disent entre techniciens, c'est dès qu'ils entendent le rire de Rian Johnson, ça veut dire que l'objet est validé. Mais s'ils entendent un sympa, c'est que non, faut le refaire, et c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant de voir que le mec se repose quand même pas mal sur ses équipes, a vraiment confiance dans les gens qu'il a embauchés. En dehors de ce documentaire-là, il y a une petite séquence de 10 minutes sur la bataille de Crate, où il parle de la conception des nouveaux AT-AT, et on montre que voilà, le dessinateur a un petit peu bataillé pour trouver le bon design, et qu'avec Johnson ils en ont beaucoup parlé, donc il n'est pas non plus complètement détaché du truc, mais il a besoin de voir les choses créées devant lui pour que ça marche. Mais il a une vision en fait, parce que la plupart du temps, même juste sur les explosions rouges sur Crate, ils ont fait 20 essais différents jusqu'à ce que Rian Johnson dise c'est ça, et c'était pas les autres quoi. Il a une vision, c'est un terme un peu bizarre du coup, il a une vision très visuelle. Il pense en termes de couleurs, en termes d'image, en termes de représentation. Au départ, il pense pas tellement
que ça en termes d'histoire. Tout à fait. Il l'explique sur la fameuse scène de l'espèce de grotte où Rey se voit en plusieurs exemplaires et où il nous montre qu'ils ont shoté ça avec des tas de petites caméras alignées. Et il explique qu'il a eu cette idée visuelle d'abord et ensuite la réflexion de comment c'est venu, de comment intégrer ces trucs-là dans l'histoire est venue après. Moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir un réel qui a d'abord un côté très visuel, quoi. Et en plus, après, il essaie quand même de respecter l'univers parce que la façon dont il explique ses choix, même les plus critiques, il en est conscient que certaines décisions, certaines scènes vont pas plaire. Il en est conscient, mais il l'explique de manière suffisamment intelligente, comme quoi il a compris l'histoire, où est-ce qu'il va, pourquoi ces personnages font ces choix-là. C'est pas juste, c'est en référence, c'est un clin d'œil. Non. Il est dans cette manière-là de j'y ai réfléchi quand je l'ai écrit et c'est comme ça que je le vois et acceptez-le ou pas, mais c'est comme ça. Mais ouais, c'est un docu super intéressant et puis surtout, moi, je suis très scotché par l'avalanche de moyens, les innombrables décors réels qui ont été trouvés, le village de pierre sur l'île qui a été utilisé 3 fois, le vrai village sur l'île irlandaise, le studio et un village reconstitué au bord d'une falaise sur la terre ferme en Irlande. Et c'est hyper impressionnant de voir qu'il y a un boulot de dingue et que c'est pas juste des mecs avec du fond vert, quoi. On vous conseille donc de voir évidemment les derniers Jedi en Blu-ray, mais surtout d'écumer tous les bonus qui sont profiter des bonus. C'est dommage qu'il n'y ait rien ni sur la musique ni sur les effets spéciaux, mais pour le reste on est assez gâtés. Voilà, donc le Blu-ray des derniers Jedi de Rian Johnson, disponible le 20 avril 2018. Et la spoiler zone maintenant, la fin de Star Wars Rebels. Donc on vous aura prévenu, si vous restez plus longtemps ici, vous saurez tout de la fameuse série qui s'est terminée au bout de sa 4e saison. Donc Dave Filoni qui a enchaîné après Star Wars Clone Wars, a enchaîné, donc c'était 6 saisons de Star Wars Clone Wars, qu'il a ensuite enquillé avec Star Wars Rebels, donc c'est 4 saisons. Donc juste le final déjà, Marc, qu'en as-tu pensé ? Moi je suis satisfait de ce final. Je trouve que la série se clôture honorablement. Je m'attendais pas forcément à certains choix sur les fins de personnages. Je pensais que tout le monde allait passer, moi, que ça allait être plus simple et qu'on allait faire mourir tout le monde parce qu'on ne reparle pas des personnages. Mais en fait, il livre une fin très 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 ouverte, même sur beaucoup des choses assez étonnantes. Et moi, non seulement je suis chaud, mais en plus, comme il y a potentiellement ce Star Wars Resistance dont on a parlé, et qui sera sans doute la suite de Rebels, il y a encore beaucoup de choses à explorer et je suis assez content. Parce que moi, après, dans le final, c'est notamment le retournement général avec les fameux Purrgil, ces baleines de l'espace qui intervenaient dans un épisode, je crois que c'était de la saison 3. Et bon, tu disais, pourquoi pas, c'est des baleines de l'espace qui voyagent en hyperespace. Bon, si on veut, pourquoi pas, c'était très, très curieux, mais si on veut. Et là, tout d'un coup, on les fait intervenir comme si on appelait l'appel de la nature, et c'est une résolution pour moi un petit peu facile. Ouais, je m'attendais à une confrontation un peu plus dure. C'est un peu la solution de facilité, mais il fallait un gros truc, et puis ça sert... puisqu'on peut spoiler maintenant, ça permet aussi à Ezra de partir et de quitter l'histoire, puisqu'on spoil ouvertement. Ezra est toujours vivant. À la fin de Rebels, il part avec ces espèces de baleines volantes qui sont pas complètement inintéressantes, parce qu'en fait... Non, ça fait de la mythologie, du bestiaire. Et puis Filoni a toujours aimé ces espèces de connexions entre la Force et les animaux, donc ça fonctionne. Et voilà, donc du coup, Ezra disparaît et la série se clôture sur une scène qui se déroule après le retour du Jedi. Voilà, c'est juste après la destruction de l'étoile de la mort. Enfin, tu fais ok. J'ai pas du tout vu venir ça, et puis je fais ok, d'accord, très bien. Et on découvre Sabine, du coup, qui décide de partir en quête d'Ezra, qui a disparu pendant une période de une dizaine d'années, du coup, entre oui, à peu près une dizaine d'années entre la fin des événements de Rebels qui sont juste avant ceux de Rogue One, et puis voilà, on bascule donc à la fin du retour du Jedi, qui part en quête d'Ezra pour voir ce qu'il est devenu, et elle part avec Ahsoka Tano, qui a donc non seulement survécu, mais probablement eu un rôle au moins discret pendant les films ou en parallèle des films. Et moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir gardé Ahsoka, qui est un personnage à la base que j'aime pas trop, jamais vraiment... C'est vrai que dans Clone Wars, au début, c'est pas le personnage le plus intéressant. Pourtant, il grandit au fur et à mesure des petits épisodes, et dans la dernière saison, elle est très très bien. Et là, en fait, il fait potentiellement d'Ahsoka Tano un personnage qui va traverser les époques, et moi je trouve ça hyper intéressant de la voir adulte, voire vieillissante dans la série future. Elle est plus mature, elle avait gagné beaucoup en maturité, je me corrige, dans la saison 5.
de Clone Wars et pas dans la 6, justement, second spoil. On le supposait quand on l'a enregistré sur le premier, c'était qu'on se reconnecte à Rogue One, et en fait pas du tout. Ouais. C'est complètement zappé parce que dans la bataille de Scarif, on voit le Ghost. On voit le Ghost, vaisseau, on voit... Hera, et finalement... le général Syndulla est mentionné aussi dans Rogue One et on pensait vraiment, moi je m'attendais même à ce que ça finisse par un plan qui soit un plan de Rogue One en fait. C'est clair. Comme dans la série de Tartakovsky qui se terminait par la scène d'ouverture de la revanche des Sith. Et pas du tout. L'histoire y va naturellement, mais voilà. Là on est vraiment sur une ouverture pour autre chose et moi je suis hyper intéressé de voir ce qu'ils vont faire d'un Ezra qui sera devenu un adulte parti en ermite comme Luke, tiens, justement. Tiens. Ouais, c'est pas très étonnant. Et puis de voir Ahsoka et de voir aussi un petit garçon, le personnage le fils de Hera. Le fils de Hera et Kanan, qui s'appelle Jacen. Les spécialistes de l'univers légende ils verront une référence à Jacen Solo. Et voilà, maintenant il y a des choses intéressantes. Sans doute que, je sais pas, on sait pas du tout ce qui est prévu, mais moi je suis très curieux de voir cette fin ouverte et de voir comment est-ce qu'ils vont continuer l'héritage de cette série animée qui continue à s'imbriquer dans l'univers et si ça peut nous amener vers les événements du réveil de la Force, moi ça me va très bien. Parce que Résistance justement c'est le nom du groupe, de Leia, du général Leia Organa dans le réveil de la Force. Ouais. Donc c'est pas encore les rebelles, c'est plus les rébellions, c'est la résistance face au Premier Ordre. Donc on peut supposer que ça va faire le pont entre le retour du Jedi et le réveil de la Force d'une manière ou d'une autre. Comme Rebels l'a fait en fait entre Clone Wars et là, on a un pont d'une autre manière. S'ils gèrent ça de la même manière et qu'ils arrivent à injecter de nouveaux personnages tout en gardant l'héritage des suivants, moi je serais complètement au rendez-vous. Le deuxième épisode de Starcast touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à l'enregistrer. Starcast, le podcast de la Force, c'est à retrouver sur CloneWeb, mais aussi sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des conseils, envies, questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Et rendez-vous le mois prochain sur CloneWeb pour un nouvel épisode de Starcast. Salut!